abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans Abonnez-vous matin. Bon, on est un peu sombre, mais j'ai mis une lumière un peu rouge pour ajouter de la chaleur parce qu'il fait un temps absolument horrible en Île-de-France actuellement, comme depuis 2022. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abonnez-vous matin. On est toujours en direct des locaux de Mediapart. L'émission dure de 10h à midi avec une première partie avec notre invité du jour et une deuxième partie revue de presse de 11h à midi avec une petite pause évidemment au milieu. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Étienne Merle. Salut. Salut, Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous l'entendez correctement? N'hésite pas à parler bien près du micro. Ouais. Ou à le mettre devant toi si tu veux te tourner vers moi. Hop, Comme ça, normalement, puis tu pourras régler au pire le son du micro. Étienne Merle, tu es rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Les Surligneurs. C'est bien ça. Qui est un média de fact-checking juridique. On va revenir sur ce que ça veut dire tout à l'heure. Je mets juste la page d'accueil. Voilà, c'est pas la page d'accueil du tout, mais je vous mets la page d'accueil des surligneurs partiellement dans l'écran de capture. Vous présentez comme un site contre la désinformation qui a été créé donc en 2017, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'était pour quelle raison ce site a été créé? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, l'anecdote est assez sympa. En fait, c'est notre actuel directeur général qui à l'époque était doctorant spécialiste des questions européennes et qui, en mangeant son bol de céréales et en écoutant Manuel Valls dans une matinale, je crois que c'était France Inter, entend Manuel Valls, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais dit une grosse bêtise juridique en disant en gros on va pas faire ça et en gros on fera un bras de fer avec l'Union européenne. Et en fait c'était tout simplement impossible en fait en droit et le journaliste à ce moment-là le reprend pas. Et donc mon directeur général s'étouffe et se dit mais c'est pas possible que on entende en gros autant de conneries dans le débat public sur le droit. Donc on va monter un média qui permettra de lutter contre ce genre de désinformation, contre la méconnaissance du droit, en travaillant avec des chercheurs. Et donc c'est à partir de là que l'aventure des surligneurs s'est lancée. Et toi, tu as rejoint quand les surligneurs? Et moi, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Je suis arrivé en avril 2024. Okay. Voilà. Et oui, il faut savoir, donc tu es passé par d'autres médias, t'as passé par les comment ça s'appelle, Première Ligne Production, France Télé, donc c'est quoi, c'est Cache Investigation. C'est ça. Et tu es aussi passé par l'actualité locale, l'enquête locale, Médiacité. Exactement. Et tu me disais tout à l'heure que tu es aussi passé par le Dauphiné libéré, donc la PQR de la région, d'une partie de la région Rhône-Alpes. Et tu es parti parce que on t'a refusé une enquête, on t'a enterré une enquête, c'est ça? Donc j'ai fait 1 an et demi au Dauphiné libéré après mon contrat chez Première Ligne et en fait j'ai obtenu des informations au bout d'1 an et demi concernant un élu local important de la région et en fait j'ai voulu publier cette enquête au Dauphiné libéré comme n'importe quel journaliste aurait voulu le faire et très clairement, même si ça n'a pas été dit comme ça, il semblerait que c'était un peu compliqué de publier ces informations-là, donc je suis parti pour commencer à écrire chez Médiacité. Et d'ailleurs l'enquête qui s'est fait enterrer entre guillemets a été publiée chez vous puisque Médiacité est un partenaire de Mediapart et aussi un partenaire des surligneurs, et du coup ça me permet de leur faire un grand bonjour. Ouais, bon, salut Médiacité, on a déjà reçu ici bien sûr, qui sont présents dans plusieurs villes en France et qui font de l'enquête au niveau local, ce qui est aussi très important parce que c'est souvent compliqué dans la PQR, la presse quotidienne régionale commerciale, on va dire. Ouais. Donc tu arrives ensuite aux surligneurs, donc média de fact-checking juridique qui a été créé donc grâce à Manuel Valls, qu'on remercie évidemment. On pense fort à lui. Ouais. On pense fort à lui, qu'on remercie chaleureusement. Alors, vous expliquez dans la charte de déontologie du site n'accepter aucune consigne directe ou indirecte d'éventuels annonceurs, s'interdire toute publication publicitaire ou propagandiste, et vous vous présentez comme un média indépendant. Alors vous avez par contre un mode de financement qui est un peu particulier. Vous avez à la fois des financements de fondations, des financements institutionnels et des financements aussi de particuliers. Est-ce que tu peux détailler un peu comment le média fonctionne? Ouais, effectivement, on est sur un format de financement hyper hybride. Donc, on va avoir toute une partie qui va être, on va dire, de la subvention, notamment européenne, un petit peu aussi de l'État français. On a aussi des financements privés dans le cadre de contrats. On est partenaire d'un grand groupe qui s'appelle Meta, dont on pourra, donc qui fait Facebook, Instagram, etc. On pourra reparler de ce partenariat qui est un partenariat mondial avec des centaines de médias dans le monde. Voilà, et puis on a aussi un petit peu d'abonnement, on a des dons, bref, on a un modèle de financement assez hybride pour éviter une
dépendance sur un seul financeur. Voilà, tout simplement. Mais c'est un modèle qui, évidemment, je pense que vous devez poser des questions aussi en interne. Par exemple, la question du partenariat avec Meta, je sais qu'au journal Le Monde, qui a aussi ce partenariat, si je dis pas de bêtises. Non, Le Monde, ils l'ont plus. Ah, ils l'ont plus, ouais. En France, tu as 20 minutes, l'AFP, France 24, et je crois que c'est tout en France. Et nous donc. Voilà, donc oui. Alors il y a plein de questions qui peuvent se poser et c'est l'occasion du coup de répondre. La première chose, déjà nous le système des surligneurs, on est une association loi 1901, donc déjà nous on n'a pas d'actionnaire, hein, notre bureau c'est des chercheurs en droit. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est que ce partenariat en fait pour pouvoir entrer dans ce partenariat avec Meta, il faut en fait se signer tout un tas de règles déontologiques qui sont pas du tout liées du coup à Meta, mais à ce qu'on appelle l'IFCSN, European Fact-Checking Standard Network, qui est un regroupement de médias européens de fact-checking et en fait qui nous oblige à signer une charte déontologique qui est assez costaud, qui va un peu plus loin que ce que peut faire la charte de Munich avec tout un tas d'obligations de transparence, notamment les comptes, les liens d'intérêt des journalistes, etc. Et on est audité chaque année en fait par une structure indépendante qui vérifie qu'on répond bien à tous ces standards-là. Et pour pouvoir être dans ce partenariat, déjà donc on a une obligation de respecter cette déontologie-là. Et par ailleurs, Meta, on n'est pas naïf, hein, on sait très bien qu'il y a tout un tas de questions sur la désinformation au sein de ces grands groupes, etc., qu'on est en train d'essayer de nettoyer un océan à la cuillère, évidemment. Il n'empêche que à l'heure actuelle, jamais Meta n'est intervenu de quelconque manière dans nos partenariats, et il pourrait pas, parce qu'en fait, on a quand même une force de frappe via cette IFCSN-là qui regroupe 60 médias européens, on laisserait pas passer. Donc pour le moment, là-dessus... on est OK, quoi. Et puis peut-être que Meta va simplement se désengager de la lutte contre la désinformation, ce qui se passe déjà aux États-Unis avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Ben exactement. Donc ça c'est évidemment alors un gros souci. On a vu aux États-Unis, donc au moment où Trump est arrivé au pouvoir, qu'ils ont arrêté leur partenariat avec les médias américains. On n'est pas très au clair sur ce qui va se passer avec les Européens, ni même avec les médias africains, etc. Donc évidemment pour nous il y a aussi un enjeu parce que c'est une bonne part de notre budget et c'est donc pour ça qu'on fait aussi appel au soutien, aux dons et aux adhésions, quoi. Oui, donc c'est pas un modèle sur l'abonnement, mais c'est un modèle en fait sur une diversité de sources de financement qui fait que vous dépendez pas à 100%. Ouais, exactement. En tout cas, voilà, nous on a besoin de développer ça en fait. C'est pour l'instant encore un truc où on n'est pas tout à fait serein parce que Meta représente quand même une grosse part de nos financements et on a envie, en fait, à terme que ça soit moins important pour éviter que si demain il y a un problème, on puisse tous être là et continuer à faire notre boulot, quoi. Et effectivement, ça évite aussi effectivement le risque d'autocensure, hein, qui est souvent cité dans ce genre de cas pour les journalistes, parce qu'effectivement, même si éventuellement le financeur ne demande pas de choses en particulier, on peut imaginer que certaines personnes pourraient être un peu frileuses à se lancer sur tel ou tel sujet, et d'où la diversité de financement aussi qui est importante. Ouais, tout à fait. C'est un problème qui est récurrent dans la presse, hein. À partir du moment où il y a tel ou tel financement, typiquement, en vrai, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais vous pouvez regarder sur le site, hein. On a déjà écrit sur Meta, et pas forcément pour en dire du bien. Enfin, j'aime pas trop l'expression, mais a priori, il y a aucun problème. On se censure pas, quoi. Je précise aux gens aussi qui regardent que toutes les sources de financement du site sont totalement transparentes et disponibles sur le site sur Ligneur. Vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez tout retrouver, tout regarder et tout fouiller. Est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu sur ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que c'est que ce fact-checking juridique? Vous, en fait, vérifiez des déclarations de politique, vous vérifiez aussi des retours sur des politiques publiques éventuellement, des déclarations peut-être d'entreprise. En tout cas, vous faites du fact-checking juridique de propos qui sont tenus dans les médias. Comment on fait du fact-checking juridique? Comment ça marche? Waouh, grande question. En fait, on a un travail, déjà la base de tout, hein, c'est un travail de veille, c'est-à-dire on regarde un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans l'actualité politique. L'idée, c'est d'identifier. Alors, il y a plusieurs manières de faire donc du legal checking, hein, qui est le mot qu'on a un petit peu inventé en référence au fact-checking. En fait, on va avoir plusieurs types de formats. On va avoir un premier format où typiquement, on va avoir, je sais pas, la dernière fois c'était Fabien Roussel qui va dire, on va demander à la Banque centrale européenne de nous prêter à taux zéro, quoi, en gros, pour nous aider sur la dette. Nous, on va pas dire c'est vrai, c'est faux. En fait, c'est une proposition politique, donc à partir de là, il a bien le droit de proposer ce qu'il veut. Il y a aucun souci avec ça. En revanche, nous, on va rajouter tout ce qu'il n'a pas dit, à savoir que à l'instant T, en fait, c'est pas possible de demander à la BCE de faire un prêt à taux zéro et qu'il donc faudrait échanger les traités, avoir
avoir une unanimité auprès des 27 pays européens, et que donc en fait, en l'état, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait mis, on met des petits tags souvent sur notre site, là vous pouvez les voir, et moi j'avais mis bon courage, dans le sens où, en fait, moi je suis pas là pour préjuger de savoir si c'est une bonne idée ou pas, mais en revanche pour y arriver et aller au bout, c'est sympa d'avoir un peu de contexte, voilà. Puis après on va avoir aussi des fois des politiques qui vont dire des grosses bêtises, tout simplement. Je pense là où on a quand même eu une sorte de raz-de-marée de la désinformation juridique, les 2 procès politiques de l'année, à savoir Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à Mediapart vous le savez bien, où on a eu tout un tas d'erreurs juridiques, de mauvaises explications sur comment marche le code de procédure pénale, etc. Et donc on va avoir un peu ces deux types de contenus, mais en fait on a aussi ce qu'on appelle nous des analyses, où en fait là c'est de l'anticipation quasiment des informations. Typiquement là sur le procès Sarkozy, en fait la veille du jugement, on a fait un papier pour dire ok, on peut pas deviner s'il sera condamné ou non. En revanche, on peut vous dire et vous expliquer comment les juges vont juger et sur quels critères et comment ça fonctionne, parce qu'on savait que a priori ça allait pas mal désinformer ou mésinformer. Voilà. Bon, ça a pas sauvé le système a priori, mais en tout cas on l'a fait quoi. Et par exemple, je prends un exemple, là c'est un autre point, ça c'est intéressant, c'est une décision du Conseil constitutionnel sur la détention de Nicolas Sarkozy. Pascal Praud affirme que si elle avait été prononcée avant le 25 septembre, Nicolas Sarkozy ne serait pas allé en prison. Et vous expliquez en fait en détaillant pourquoi ce que dit Pascal Praud est faux, en parlant de l'exécution provisoire de l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se fait la construction d'un article, la rédaction d'un article? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde qui est indiqué sur le côté. Là, on voit autrice et auteur, donc une journaliste, un journaliste et doctorant en droit public, relecteur et relectrice, un prof de droit pénal, et toi qui as relu également, et une autre journaliste de la rédaction qui a relu. Donc vous êtes nombreux et nombreux. De toute façon, c'est toujours un travail collectif, le journalisme. Mais là, on voit qu'il y a aussi des juristes qui sont inclus. Donc comment ça fonctionne? Ouais, c'est le cœur du projet des surligneurs, hein. L'idée, c'est vraiment une collaboration entre journalistes et chercheurs. Donc concrètement, comment ça fonctionne? En fait, déjà, on a une conférence de rédaction tous les matins où il y a des journalistes et des chercheurs qui travaillent ensemble. Et ensuite, on a un process qui est un petit peu lourd pour des médias dits traditionnels, où en fait, on va avoir, quel que soit l'auteur de l'article, il y aura a priori forcément une relecture soit d'un chercheur, soit d'un journaliste. Donc quand un chercheur écrit un article, il est relu par un journaliste et par un autre chercheur spécialiste. Quand c'est un journaliste, il est au moins relu par un chercheur et un autre journaliste. Et donc l'idée, évidemment, c'est d'être exact sur le fond juridique et aussi dans les faits, parce qu'évidemment, quand on vient se présenter comme des journalistes de lutte contre la désinformation, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Évidemment, ça peut nous arriver. D'ailleurs, j'en profite. Là aussi, c'est un truc qu'on fait. Vous pouvez retrouver, par exemple, toutes nos modifications d'articles en ligne. C'est disponible pour tout le monde. Généralement, c'est plus qu'on a rajouté des choses, qu'on a fait des erreurs, mais on est transparent aussi parce que, évidemment, comme tout le monde, ça peut arriver. Donc voilà, en fait, notre modèle est assez c'est un peu un ovni, puisque c'est une vraie collab, en fait, entre des chercheurs et des journalistes, quoi. Mais ça, c'est pour ceux qui connaissent, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu un modèle qui ressemble sur certains points à celui de The Conversation, qui là, fait appel à des chercheurs, mais leur fait écrire des articles dans un style plus journalistique. Mais là, il y a plus de relecture et de passage sur vraiment du fact-checking, cette spécificité-là aussi. Ouais, c'est ça. En fait, The Conversation, c'est des chercheurs qui vont écrire sur l'actualité, qui vont être édités en fait par des journalistes qui vont relire, mettre en forme, etc. En fait, nous, il y a vraiment quand même la relecture du chercheur par-dessus le chercheur, puis celle du journaliste. Voilà, The Conversation, c'est très bien par ailleurs, hein, mais on est légèrement différent sur le process. Et vous avez aussi un truc intéressant, c'est que, alors là, j'ai peut-être pas d'exemple, mais oui, c'est ça. Vous mettez également énormément de sources dans vos articles. Donc en fait, chaque fois qu'il y a un argument juridique qui est présenté dans un article sur un fact-checking, vous avez en fait le lien pour les juristes éventuellement qui voudraient aller creuser. Vous avez les liens des textes de loi directement dans les articles aussi. Ouais, pour moi c'est fondamental en fait. À partir du moment où on vient dire voilà quels sont les faits, ça me semble pas inutile de systématiquement permettre à chacun en fait à la fois d'aller creuser s'ils ont besoin, mais aussi de vérifier qu'on n'est pas en train de dire des bêtises. Donc évidemment, on source énormément ce qu'on écrit. De toute façon, ça se voit en jaune. Donc on est attaché à ça. Exactement, c'est surligné. Ouais, on est cohérent. Et c'est aussi intéressant parce que vous parlez de l'apport des chercheurs qui permettent d'avoir une expertise très précise sur les questions du droit, mais l'apport des journalistes, c'est aussi un apport de vulgarisation.
Parce qu'on sait que souvent dans la recherche, il y a tendance peut-être à jargonner un petit peu, avoir des textes qui sont pas toujours très clairs, surtout dans le droit. Et là, ça permet d'avoir une accessibilité aussi de ces arguments juridiques. Ouais, complètement. En fait, de toute façon, on constate nous que ça soit on va dire dans le monde politico-médiatique, il y a quand même régulièrement d'un manque de compréhension sur les questions de droit et parfois vraiment de bonne foi parce que c'est hyper compliqué en fait. Moi, je viens pas du tout du droit. J'ai vraiment une formation journalistique, donc j'ai certainement écrit beaucoup de conneries par le passé également parce qu'en fait c'est complexe, parce que même quand on croit qu'on a compris, on n'est pas sûr d'avoir compris. Et donc en fait, c'est absolument nécessaire de travailler avec des chercheurs, avec des gens du droit qui sont spécialistes de ces questions. Et par ailleurs, j'ajouterais même, c'est pas uniquement en fait, c'est pas juste des juristes. En fait, on travaille avec les spécialistes des questions qui sont posées. Et parfois, en fait, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir beaucoup de relecteurs, parce que sur un même sujet, tu peux avoir en fait une question très précise du droit pénal, une question très précise du droit constitutionnel, et donc en fait, il faut 2 chercheurs pour relire. Donc et c'est là-dessus que nous, on a l'impression de faire sens, puisque en fait, on est les seuls à produire ce genre de contenu et de cette manière-là, avec cette rigueur en fait scientifique finalement du droit, quoi. Et donc tu disais tout à l'heure, vous êtes un modèle d'association avec des juristes qui sont au conseil d'administration de cette association, au bureau d'administration. Comment vous choisissez les personnes qui peuvent relire tel ou tel article? Est-ce qu'il y a des gens extérieurs à l'association ou c'est seulement des membres? Comment ça fonctionne un peu cette sélection? Alors, je vais présenter du coup un peu le fonctionnement des surligneurs en général. Donc, les surligneurs, on est une dizaine de salariés à temps plein, avec 50% de salariés qui sont des journalistes et qui forment la rédaction, et 50% qui sont des fonctions support, donc chargé de communication, recherche et développement, développement commercial, directeur général, directrice des opérations. Et autour de ça, on a une direction scientifique, donc qui est composée de 4 chercheurs et qui sont là quotidiennement pour nous accompagner. Mais en fait, on a aussi tout un réseau de chercheurs à travers la France, une trentaine, on va dire, plus des partenariats avec des universités. Donc en fait, on peut être sollicité assez régulièrement ou nous solliciter pour écrire des articles sur, typiquement, on a quelqu'un pour faire du droit de l'urbanisme, qui est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise assez facilement. Le sujet le plus attrayant après de non, tout à fait, et pourtant qui est absolument passionnant et qui permet de comprendre plein de trucs, notamment au niveau local. Enfin bon, voilà. Donc on a un réseau assez costaud en fait de chercheurs qui peuvent soit produire des articles, soit relire, avec soit ils sont là très régulièrement, soit des fois c'est très rare. Tout dépend. Oui, puis vous pouvez évidemment facilement avoir une certaine flexibilité sur les personnes que vous choisissez ou qui peuvent venir. Ouais, alors il y a une flexibilité et pas tant que ça, parce qu'en fait il y a quand même une notion de conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'on vérifie que les chercheurs aient pas de conflit d'intérêt. L'idée c'est quand même d'avoir effectivement une indépendance en fait, que ça soit chez les journalistes ou chez les chercheurs. Donc en fait quand même on vérifie un peu les profils des uns et des autres. Donc pour entrer dans le giron des surligneurs, faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Donc voilà, on travaille avec des chercheurs indépendants. Et voilà, c'est très bien. Et c'est très bien. Et ce que vous faites aussi, c'est que, alors déjà, pardon, je tape le micro. La question des conflits d'intérêts, tout est indiqué aussi sur le site. On peut voir les informations sur les conflits d'intérêts éventuels qui sont notés sur vos articles. Je crois. Ouais, exactement. On pourrait même trouver un exemple là sur le site. Typiquement, là, on a vérifié une déclaration de Virginie Joron, qui est une députée RN européenne, et qui parle à un moment d'un organe de contrôle en citant un projet européen qui s'appelle EDMO, et il s'avère que les surligneurs font partie de ce projet européen. T'es en train de le chercher, j'essaie de te le trouver. Il est là, c'est ça, je crois. Ouais. Non, c'est il était un peu plus haut, ouais. Bref, et typiquement, on a évidemment écrit dans les liens d'intérêt que les surligneurs faisaient partie de ce projet de recherche, et à l'intérieur de l'article, on a écrit combien on avait touché en termes de financement. Bref, voilà, on est hyper attaché à être transparent, et en fait, c'est une nécessité. Encore une fois, on fait un style de journalisme qui est assez particulier, à savoir la lutte contre la désinformation, où je sais que parmi les critiques, on peut être vu comme en gros les détenteurs de la vérité, ce qu'on n'est évidemment pas. En revanche, à partir du moment où on dit voici les faits, la moindre des choses, c'est d'être hyper transparent sur comment on a produit, comment on en est arrivé là, avec quelle source, etc. Je le retrouve pas, mais c'est assez... si tu le vois. Il est... Non, juste là, c'est celui-ci. Ah, c'est celui-ci. Ouais. Ah, oui. C'était tout en haut. Et typiquement, voilà, dans le lien d'intérêt, là, on peut le voir. Hop. Ah oui. Les surligneurs sont membres de facto, le hub français du programme européen, l'Observatoire européen des médias numériques, qui regroupe 14 hubs couvrant 27 États membres de l'UE, ainsi que la Norvège. Et je suppose que dans les questions de financement du site, vous voyez également... Exactement. Et de toute façon, tout au long de l'article, on rappelle qu'on fait évidemment partie de ce projet-là. Et voilà. Ouais, donc c'est un exemple d'éventuel conflit d'intérêt qui est indiqué dans l'article. Ouais, tout à fait. Pour que les gens sachent d'où vous parliez. Et ce que vous faites également aussi, c'est de la formation envers d'autres médias qui peuvent avoir recours au service des surligneurs pour
pour du legal checking? Ouais, alors on fait pas de la formation à proprement parler. En fait, on a un système, on va dire, de hotline qui permet aux médias. Ah oui, c'est ponctuel. Ouais, tout à fait. Notamment, c'est sur les gros moments d'actu, notamment les élections, où en fait, on met à disposition notre réseau de chercheurs pour les journalistes. C'est-à-dire, en fait, en gros, vous avez une question de droit, et ben, vous nous appelez, et nous, on vous trouve une réponse précise, sans conflit d'intérêt et vérifiable en 1 heure, plutôt que de passer soit 15 heures à essayer de trouver un chercheur, parce que des fois, c'est difficile de trouver la bonne spécialité, etc. Ou alors, erreur assez traditionnelle dans les médias, d'appeler un avocat. J'ai rien contre les avocats, il y en a des très bons, hein, évidemment, c'est pas le sujet, mais en fait, qui sont plus généralistes. Et souvent, c'est un peu un réflexe de journaliste, hein. Je l'ai eu aussi, de se dire, bon, bah, j'ai une question de droit, j'appelle un avocat, et puis en avant. Mais en fait, si vous voulez vraiment une réponse précise, ou très précise, il vaut mieux s'approcher des chercheurs pour ça, quoi. Oui, surtout c'est un avocat qui n'a pas travaillé sur des dossiers en lien avec le Et par ailleurs, l'avocat peut travailler sur des dossiers en lien et donc être en situation de conflit d'intérêt là-dessus. Donc il y a aussi une limite là-dessus, quoi. Et il y a aussi une possibilité, j'ai vu sur votre site, de proposer de la part d'un lecteur ou une lectrice qui aurait entendu un truc, une énormité juridique, d'envoyer un mail avec une proposition éventuellement. Et vous essayez à la fois donc de vous expliquer les conditions qui font que le message sera traité, et aussi vous dites qu'il y a une espèce de volonté d'avoir une espèce de diversité politique des propos que vous fact-checkez. Vous voulez pas donner l'impression que vous fact-checkez qu'une seule famille politique également? Oui, c'est surtout qu'au-delà de donner l'impression, en fait, l'erreur juridique est pas liée à un parti ni à une droite ou de gauche, hein. En fait, tout le monde dit des bêtises, pour le dire simplement. Donc après, oui, effectivement, nous, on est très attachés à l'idée que, évidemment, on répond pas à un agenda politique, on ne défend pas une cause. En fait, bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais en fait, on défend les faits, quoi, c'est-à-dire l'exactitude. Et en fait, indépendamment de savoir qui ça arrange, voilà, si demain on doit écrire quelque chose qui donne raison, que ça soit au Parti communiste ou au RN, aucun problème. En fait, nous, notre sujet, il est pas là. Notre sujet, c'est comment on fait pour débattre, en gros, en démocratie sainement. Pour ça, il faut des faits, qu'on soit d'accord sur la base factuelle. Donc c'est ça qui nous anime, quoi. J'ai un exemple d'article par rapport à ça. C'est vous avez fait un sujet sur un débat entre Gabriel Attal et Sandrine Rousseau par rapport à la question des retraites. Et en fait, vous dites les deux disent n'importe quoi dans l'article. Et vous, Ouais, c'est je trouve un très très bon exemple de ce qu'on fait au Surligneur. En fait, il y a cet échange-là qui passe très vite dans l'émission où il y a Attal qui est un peu content de lui et qui fait une petite leçon à Sandrine Rousseau en lui disant en fait, vous êtes contre la capitalisation pour les retraites, mais vous-même en tant que fonctionnaire, vous en avez une. Et Sandrine Rousseau bug un peu. Bref, cet échange va un petit peu vite et en fait, je l'envoie à Pascal Caillot, qui est notre spécialiste du droit social qui est au CNRS, en lui disant là-dedans qu'est-ce que tu vois. Et il me dit mais en fait les deux se trompent, quoi. C'est-à-dire que Gabriel Attal dit que c'est par capitalisation et c'est pas vrai, et Sandrine Rousseau parle, je sais plus, je crois que c'est une obligation en fait pour les fonctionnaires, et c'est pas vrai non plus. Et en fait on fait le papier pour remettre un peu les faits à l'endroit, quoi. Et pourtant en fait dans le même temps il y a 3 journaux qui vont écrire, je crois que c'est Challenge, Le Parisien et Valeurs Actuelles, qui vont faire un papier en écrivant malaise, en gros, Sandrine Rousseau prend une leçon, quoi, par Gabriel Attal, qui lui apprend qu'elle-même bénéficie d'une retraite par capitalisation. Oui, mais non, en fait. Non, c'est pas du tout le cas. Et voilà. Et là, c'est un exemple pour moi qui est, en sachant que Sandrine Rousseau derrière s'est quand même fait vraiment lyncher. Bon, je sais que c'est un peu souvent, mais elle s'est vraiment fait lyncher sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes sur Facebook les commentaires, tout le monde dit en gros c'est une incompétente qui connaît rien et elle s'est pris une leçon. Non, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et voilà, et ça c'est un exemple hyper concret de à quoi on sert et pourquoi pour nous notre média fait sens. Et voilà, quoi. Il y a une question dans le chat, alors je sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que allez-vous débunker la vidéo de Pascal Bruguet sur l'ADO? Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, non. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Mais vous pouvez envoyer un message au Surligneur si jamais vous voulez. Mais tout à fait. Un formulaire de contact. Un formulaire de contact sur le site pour demander si c'est débunkable dans avec un peu plus d'éléments, s'il vous plaît. Oui, y a-t-il des partenariats avec des bibliothèques ou des services comme Europresse pour avoir accès aux articles réservés aux adhérents? Et pas encore, pour être tout à fait franc, mais on y travaille. Voilà. Je propose aux gens, maintenant que vous avez peut-être une vision un petit peu plus claire de ce que vous faites, de comment ça fonctionne, de qui intervient, comment vous travaillez, de voir un peu un article que tu as relu. Alors, j'avais choisi un article sur Marine Le Pen.
la fenêtre. Exécution provisoire, parce qu'on a pas mal parlé d'exécution provisoire cette année, hein, c'est-à-dire, je rappelle, hein, quand une peine est donnée par un tribunal, en fait, le fait que la peine soit appliquée immédiatement sans attendre un éventuel appel ou un pourvoi en cassation. Donc c'est arrivé pour l'inéligibilité de Marine Le Pen dans l'affaire des parlements européens, et aussi pour Nicolas Sarkozy, bien évidemment, dans l'affaire des financements libyens. Alors, exécution provisoire, ce que la décision du Conseil constitutionnel change pour Marine Le Pen et les autres. Un article intéressant aussi, parce que là on est moins sur une réaction à un propos particulier dans la presse qu'à une explication générale sur ce que c'est l'exécution provisoire et sur comment ça fonctionne. Comment ça a lancé cet article? En fait, alors c'est quasiment là, c'est le papier du milieu d'une série. On a pas mal travaillé sur les questions donc de QPC au Conseil constitutionnel et d'exécution provisoire. Donc Donc les QPC, questions question prioritaire de constitutionnalité, exactement. Notamment par un premier papier qui a été fait par Clara Robert-Motta, qui est une rédactrice en chef adjointe chez nous, et qui avait écrit un article sur les 1001 stratégies de Marine Le Pen pour tenter de faire sauter justement son inéligibilité. Et en fait, ça c'est la suite de cette stratégie-là, où en fait on a deux de nos journalistes, hein, vous voyez les noms, Maëlys Sigrand et Guillaume Baticle, qui sont allés directement au Conseil constitutionnel parce qu'il y avait une question de constitutionnalité autour de l'inéligibilité. Et en fait, ce papier, il existe parce qu'on se doute qu'au moment où la décision sera rendue, il y a un risque éventuel de désinformation, de mésinformation ou d'incompréhension. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, puisque en fait, fort en prédiction, hein, quand même. Au bout d'un moment, on finit par un peu avoir l'habitude. Mais en fait, là, c'est pareil. Alors, c'est encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt. Je veux dire, c'est compliqué le droit, et j'entends qu'on puisse se tromper. Mais je crois que c'est le média L'Opinion qui a écrit que cette décision était une victoire posthume et pour Marine Le Pen et pour Nicolas Sarkozy. Bah non, et je pense que derrière, en fait, Pascal Praud et Laurence Ferrari, dans leurs éditos, ont dû relire cet article-là, et du coup, ont repris ce truc-là en disant, en fait, Nicolas Sarkozy n'aurait jamais été condamné si cette décision avait été, n'aurait jamais été emprisonné si cette décision avait été rendue avant son jugement. Non plus. Et donc voilà, on est dans ce cadre-là, et là-dedans on explique en fait très très concrètement pourquoi la décision en fait ça changera rien pour Marine Le Pen, mais qu'en revanche ça pourrait changer pas mal de choses pour en fait la majorité des citoyens qui ne sont pas Marine Le Pen et qui sont aussi concernés quand ils passent au tribunal par cette question d'exécution provisoire, quoi. Oui, parce qu'on rappelle que l'exécution provisoire ne concerne pas que les élus condamnés pour corruption. Ça peut être je sais pas, une interdiction d'exercer, par exemple pour un policier, pour un professionnel de l'enfance. Ça peut être tout un tas de choses qui peuvent concerner n'importe qui. Et c'est quotidien dans les tribunaux en France, en fait. Et la décision, peut-être qu'on revienne un peu dessus, donc c'était une question prioritaire de constitutionnalité, donc une demande auprès du Conseil constitutionnel, qui n'avait pas à voir directement avec Marine Le Pen ou avec Nicolas Sarkozy. C'est un élu de Guadeloupe, je crois, qui avait ouais, c'est ça. C'est un élu de Guadeloupe qui avait été démis de ses fonctions justement parce qu'il avait eu une exécution provisoire. Je sais plus exactement les qualifications de sa condamnation, mais donc en fait c'est lui qui s'est saisi qui a saisi le Conseil constitutionnel pour questionner son éligibilité. Et en fait, quand vous avez des QPC comme ça, vous pouvez avoir des parties prenantes, ou des parties intervenantes qui peuvent se greffer en fait à l'audience pour pouvoir faire des revendications. Donc typiquement, ce jour-là, il y avait Anticor qui était là, qui avait des choses à dire. Section de lutte contre la corruption. Ouais, tout à fait. Et on s'est rendu compte que, étrangement, en fait, les avocats de Marine Le Pen ou des représentants du Rassemblement national n'étaient pas venus défendre éventuellement leurs idées, leur vision des choses. Et donc, voilà. Et en fait, on explique que le Conseil Constit, là, on l'avait un petit peu anticipé, que le Conseil Constit, finalement, a dit, en gros, il n'y a pas d'inconstitutionnalité. En revanche, il faut donc motiver les raisons de l'exécution provisoire et faire un contradictoire pendant le jugement. Donc ça, c'est un vrai changement, entre guillemets. C'est-à-dire que le juge, désormais, il va devoir demander, en fait, pendant l'audience, comment... qu'il y ait un débat, quoi. C'est-à-dire que les avocats pourront s'exprimer là-dessus. Et ensuite, il faudra expliquer pourquoi il a décidé de mettre cette exécution provisoire. Maintenant, on finit le papier comme ça. En fait, c'est bien de le dire, sauf qu'en réalité, je sais plus, je crois que c'est 85% le chiffre, des juges, en fait, se reconnaissent ne pas toujours motiver leur décision parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Donc maintenant, la question, c'est comment on va mettre ça en application concrètement. Voilà. Oui, c'est la question de la pratique concrète en opposition avec la théorie aussi qui ouais, tout à fait, joue. Tout à fait. C'est effectivement aussi une limite de la question purement juridique. Quand on voit concrètement dans les tribunaux comment ça se passe, c'est pas toujours en cohérence avec ce qui est marqué dans la procédure, quoi.
Je propose qu'on lise un peu l'article, si t'es d'accord. Ouais, Si t'as des choses à dire, n'hésite pas. Il y a peut-être des questions du chat aussi. Alors là, on voit déjà qu'il y a beaucoup de monde. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le processus de relecture. Donc Guillaume Baticle, qui est journaliste et doctorant en droit public à l'université de Poitiers. Quelqu'un dit l'université de Poitiers, bien représentée au Surligneur d'ailleurs. Tout à fait. On a Maëlys Sigrand, journaliste, et relecteur ensuite, donc après la première écriture d'article. Donc Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l'université de Lorraine, et donc toi-même qui as relu également cet article. Tout à fait. Donc pas de lien d'intérêt et secrétariat de rédaction également. Alors, le 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a validé l'exécution provisoire, provoquant un nouveau revers dans la stratégie de Marine Le Pen pour se présenter à l'élection présidentielle. Cette décision renforce toutefois certaines exigences pour les juges et pourrait affecter de nombreuses condamnations futures. Et ça, donc en fait, le Conseil constitutionnel qui a dit oui, c'est bon, mais il y a plein d'exigences pour les juges, a été interprété par une partie de la presse comme ils ont pas fait leur travail correctement. Ouais, exactement. Enfin, c'est pas ils ont pas fait leur travail correctement, mais en gros, il a été dit comme là, il faut forcément une motivation et un contradictoire. Du coup, a priori, ça n'est pas arrivé pour Nicolas Sarkozy, ce qui est faux. Le jugement est hyper précis sur ces questions-là. En fait, pareil pour Marine Le Pen, c'est hyper motivé en fait. Ils savent très bien que médiatiquement, c'est a priori, les juges sont pas fous. Ils se doutent bien que pour des élus comme ça, il allait falloir motiver et expliquer la décision de manière assez claire. Donc là, c'est mon interprétation perso. Je sais pas, je suis pas dans la tête du juge, mais on peut imaginer que c'est ça qui s'est passé. Et voilà. Et du coup, c'est ça un peu l'incompréhension qui a pu avoir. C'est-à-dire qu'on s'est dit là maintenant il y a des nouvelles exigences. Donc si ces nouvelles exigences avaient existé avant, du coup Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen n'auraient pas été condamnés ou j'en sais rien quoi. Mais en fait pas du tout le cas. C'était déjà le cas. C'est simplement que le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il fallait que ça soit fait systématiquement. Quoi. Oui. Mais c'est plutôt une bonne chose pour le justiciable ordinaire que une nouvelle. En théorie plutôt. Ouais. Dans une petite salle d'audience du Conseil constitutionnel, dans laquelle se pressaient timidement une vingtaine de personnes ce 18 novembre, une nouvelle porte s'est refermée sur Marine Le Pen. Une porte qu'elle tentait encore d'emprunter pour échapper à sa peine d'inéligibilité, qui la prive pour l'heure d'une candidature à l'élection présidentielle. Alors, on voit que c'est des journalistes qui écrivent, parce qu'on comprend la phrase. C'est dur, il y a des chercheurs en droit qui écrivent très très bien. Non, mais c'est un peu la blague habituelle de soit le contenu est très intéressant et le texte n'est pas compréhensible, soit le contenu est très intéressant et le texte est très compréhensible. En général, c'est les meilleurs textes. Voilà, et nous, on est très intéressant et très compréhensible. Abonnez-vous. J'ai le son, abonnez-vous normalement. Ah oui. Je suis assez fan. Abonnez-vous. Voilà. 2 semaines plus tard, ce vendredi 5 décembre 2025, les sages ont tranché. L'exécution provisoire est conforme à la Constitution, une décision implacable qui balaye l'une des dernières stratégies susceptibles de la maintenir dans la course à l'élection présidentielle sans attendre son procès en appel. Et alors que chaque jour qui passe fragilise un peu plus sa position, l'espace politique qui se libère semble renforcer encore un peu plus les ambitions de Jordan Bardella. Explication. Alors, on rappelle un petit peu effectivement ce qui s'est passé pour Marine Le Pen. Condamnée à une peine d'inéligibilité assortie de cette fameuse exécution provisoire dans l'affaire dite des assistants parlementaires, l'ancienne présidente du RN avait fait feu de tout bois pour desserrer l'étau judiciaire. L'une de ses stratégies, créer des contentieux de toutes pièces afin d'essayer de contester le bien fondé de sa peine d'inéligibilité. C'est pénible d'avoir ce mot trop souvent. Inéligibilité. Et de son exécution provisoire via une question prioritaire de constitutionnalité. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est ces QPC qui sont pas mal utilisés aussi, un outil plutôt récent, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça date d'il y a une quinzaine d'années. J'ai pas envie de dire de bêtises. T'as l'air de mieux savoir que moi. 2010. Okay. C'était pile 15 ans, incroyable. Qui permettent de contester en fait directement une loi devant le Conseil constitutionnel en disant est-ce que cette loi est conforme à la Constitution quoi. En gros, pour faire simple, c'est ça. C'est tellement de super médias, ça commence à me coûter giga cher en abo. Écoutez, vous avez également pas mal d'articles qui sont en libre accès, d'ailleurs à noter au Surligneur. Si vous voulez, avant de vous abonner, voir le travail des Surligneurs, vous pouvez aussi lire pas mal de choses déjà. Mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous quand même, évidemment. Mais c'est gentil en tout cas pour le compliment. Donc, c'est introduit par Sarkozy, ouais, c'est ça. Ça contrôle a posteriori, et donc Marine Le Pen, évidemment, a profité d'une QPC pour essayer de remettre en cause sa condamnation. Sauf que pour le moment, cette technique avait été bien peu fructueuse et la députée RN s'est fait retoquer toutes ses demandes. Dernière en date, le 10 novembre, le Conseil d'État avait en appel refusé de transmettre l'une des QPC déposées par l'élu du Pas-de-Calais. Contrairement à Marine Le Pen, il en est un dont la QPC sur l'exécution provisoire a bel et bien été acceptée. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas directement Marine Le Pen qui a vu sa QPC évaluée. Mais l'élu local du coup de Guadeloupe. Ouais. Oui, et qu'en fait, normalement, il y a une possibilité en théorie pour d'autres personnes intéressées de se greffer sur la procédure. Ouais. Donc c'est Bernard Pancret, l'ancien maire de Saint-François en Guadeloupe, qui a été condamné pour favoritisme, faux et usage de faux par une décision de la Cour d'appel le 14 janvier 2025 et démis d'office à la suite de sa peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire.
Son pourvoi devant la Cour de cassation avait permis de saisir les sages d'un point précis, la conformité à la Constitution du 4e alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale. Et encore une fois, à chaque fois, vous avez les décisions, le pourvoi, l'article du Code qui sont disponibles dans l'article, celui-là même qui autorise l'exécution provisoire de certaines peines. Et donc forcément, on aurait pu se dire, ça devait intéresser Marine Le Pen d'avoir une QPC pile sur ce sujet de l'exécution provisoire, et pourtant elle ne s'est pas greffée sur la procédure. Eh ben non, elle était pas sur place. On les a contactés pour savoir pourquoi. On n'a pas eu de réponse. Donc en fait, à l'instant T, je n'ai pas de réponse à cette question, mais effectivement, ils sont pas venus. Voilà. L'enjeu est simple et redoutable, l'exécution provisoire permet d'appliquer une peine immédiatement, alors qu'un appel devrait normalement suspendre ses effets jusqu'à ce que la décision devienne définitive, soit précisément ce qui arrivait à Bernard Pankrel et Marine Le Pen. À partir du moment où une disposition législative a été considérée comme conforme à la Constitution, elle ne peut plus faire l'objet d'une QPC. Celle portée par Pankrel aurait dû revêtir une grande importance pour le camp de Marine Le Pen, qui souhaitait elle-même contester la constitutionnalité de l'exécution provisoire. Mais le Rassemblement national n'a pourtant jamais fait mine de s'intéresser à l'affaire. Ah oui, en fait, on peut même pas refaire une QPC sur un sujet qui a déjà été traité. Non, tout à fait. Jamais. En fait. Oui, exactement. Une fois que c'est fait, c'est fait. D'accord, donc en fait, ça aurait dû même les intéresser d'autant plus, quoi. Exactement. Mais surtout, ils ont fait d'autres tentatives. C'est le précédent papier où ils ont essayé par d'autres biais d'essayer d'arriver jusqu'au Conseil constitutionnel. Et bon, en fait, ça a pas marché. Enfin, à aucun moment. Et donc, c'est d'autant plus étonnant puisqu'ils ont quand même tenté à des moments d'aller frapper à la porte du Conseil constitutionnel. Et voilà. Mais bon, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas d'explication particulière. Et voilà, je veux pas extrapoler d'éventuelles pensées du Rassemblement national. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas là. Quoi. C'est les Cumi qui disent que c'est juste que ces avocats sont nuls. Si ça se trouve, ils ont juste oublié, ils ont pas fait gaffe qu'il y avait cette décision. Mais bon, c'est une hypothèse, je sais pas. Je crois moyen aussi, mais ouais. Pour comprendre, il faut revenir quelques semaines plus tôt, donc le 18 novembre, une petite salle d'audience du Conseil constitutionnel accueille une demi-douzaine d'avocats. Les 9 membres du Conseil semblent encore groggy par une précédente question sur la loi de finances 2025, mais les plaidoiries vont rapidement attirer leur attention, car derrière la QPC Pankrel, tout le monde sait qu'il existe un autre enjeu beaucoup plus politique, celui de Marine Le Pen, dont le nom ne sera pourtant jamais prononcé. Surtout, aucun représentant du RN n'est présent, pas de conclusion, pas d'observation. Un silence surprenant alors que la procédure permet normalement à des intervenants de se greffer à une QPC existante pour défendre leurs arguments. Contacté, le parti n'a pas répondu à nos sollicitations. Ce qui est intéressant aussi, effectivement, d'avoir un travail à la fois avec des chercheurs et des journalistes, c'est qu'on a donc cette analyse très précise sur le droit, ce qu'on peut faire avec une QPC, ce qu'on peut pas faire, etc. Mais en même temps, vous avez la possibilité aussi de faire du contradictoire, de contacter les personnes concernées. Ouais, bien sûr. On n'a pas forcément faire naturellement. Quoi. Non, clairement. Et oui, et c'est vraiment la double méthodologie, quoi. Hein. C'est la rigueur de la recherche. Et tu vois, même les mots qui sont employés, etc. En fait, tu parlais tout à l'heure de vulgarisation. Le directeur scientifique Jean-Paul Marcus, qui doit nous écouter, lui déteste ce mot-là parce que ça lui renvoie à l'idée que en fait on simplifie. Or, on est très attaché en fait à garder quand même toute la complexité du droit qui est complexe et donc d'être assez exhaustif. En revanche, on fait en sorte qu'il soit compréhensible, quoi. Peut-être pas pour le plus grand nombre parce qu'en fait on a des papiers qui sont quand même très compliqués de fait. En fait, le droit c'est compliqué, mais en tout cas on essaie de faire en sorte que ça soit lisible pour le plus de monde possible, quoi. Mais c'est pour ça, pour moi la vulgarisation c'est vraiment de l'accessibilité. Ouais, tout à fait. La simplification c'est plutôt de la trahison du propos original. Exactement. Effectivement. Et je trouve que là c'est assez bien fait, effectivement, c'est très bien détaillé, les différents points sur la QPC, ce que c'est, comment ça fonctionne. Enfin, je sais pas si le chat vous trouvez ça clair, mais moi je trouve ça clair. Pendant ce temps, donc, les positions s'affrontent dans la salle, parce qu'en fait, c'est une plaidoirie d'avocats devant le Conseil constitutionnel, ouais, c'est ça ? Gros, c'est ça. Okay. François Molinier, avocat de Bernard Pankrel, attaque l'exécution provisoire, dénonçant une atteinte à la présomption d'innocence et une mécanique discrétionnaire, pour ne pas dire arbitraire. Claire Waquet, avocate des parties civiles, soutient au contraire que l'exécution immédiate d'une peine d'inéligibilité permet d'enlever à l'élu, ici accusé de favoritisme, les moyens permettant de commettre l'infraction. Oui, en fait, donc on retrouve les avocats des parties civiles et l'avocat du prévenu devant le Conseil constitutionnel qui vont batailler pour expliquer pourquoi la décision est justifiée ou non. Exactement. Okay. Mais le débat ne se limite toutefois pas à une atteinte à la présomption d'innocence ni au cas Pankrel. Si les avocats de Marine Le Pen n'ont pas choisi d'intervenir, d'autres l'ont fait. Au-delà de la critique de l'exécution provisoire, plusieurs intervenants soulèvent un même problème. Les décisions assortissant une peine de l'exécution provisoire ne sont que rarement motivées. Et ça, c'est le deuxième point qui est intéressant. Et en fait, cette QPC a quand même apporté quelque chose, autre que de dire que c'était bon de faire une exécution provisoire avant l'appel. Tandis que les avocats d'Anticor, Théo Lamballe et Jean-Baptiste Souffron insistent sur la nécessaire lisibilité de la loi et des décisions. Pierre de Comble de Naïve, ou de Nève, je pense qu'on dit Nève, qui représente une personne visée par une interdiction de gérer une entreprise, interroge la question de l'effectivité de la peine. Comment comprendre une sanction qui n'est pas expliquée ?
Et donc ça, c'est la validation, c'est la condition de la validation de la décision, et c'est ce qui a été entendu par le Conseil, c'est effectivement cette question de il faut motiver en fait. Ouais, exactement, et il faut expliquer pourquoi. Ça paraît évident là comme ça, de de se dire en fait si on vous condamne, on explique, mais en fait dans la réalité de la pratique quotidienne de la justice, du coup là je peux un peu parler à titre perso, parce que j'ai par mon passé de journaliste du côté de Médiacité, j'ai eu affaire quelquefois aux tribunaux, et en fait vous avez quand même des moments où en fait on vous explique que vous êtes relaxé voire condamné, mais c'est pas très clair du pourquoi ou du comment, et on a un sentiment d'injustice assez profond en fait, si c'est pas clair pour quelles raisons on en est arrivé à cette situation. Typiquement sur une relax, moi ça m'arrange, même si des fois je comprends pas tout à fait pourquoi. Bon, j'ai mon avocat qui m'explique, mais je me dis que pour la personne qui m'a attaqué, éventuellement, lui, il se retrouve avec une décision qui est pas très claire éventuellement pour lui, et donc ça doit nourrir un sentiment d'injustice en se disant pour moi, c'est pas suffisant. Donc évidemment, c'est un principe qui, moi, en tout cas à titre perso, me semble absolument fondamental, qu'on puisse motiver. Voilà, mais avec toutes les limites que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que les juges, ils font aussi ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, quoi, et que c'est pas toujours facile, quoi. C'est une question d'efficacité de la justice aussi, on en parle beaucoup, une question de dépenses, etc. Mais en fait, une décision non motivée, c'est des décisions qui sont plus facilement attaquables, qui peuvent être cassées, qui peuvent être rejugées. Alors là, c'est une question de droit, et je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là parce que je suis pas du tout spécialiste et j'ai peur de dire une grosse bêtise. Et ça serait, voilà, exactement, faut appeler les surligneurs, on a une hotline. Les juristes des surligneurs qui nous écoutent. Ouais, en plus, je pense qu'ils nous écoutent et il y en a qui auraient la réponse, mais là, tout de suite, je mets pas les pieds dans le plat là-dessus. Ouais. Est-ce que cette émission va être surlignée dans le site? Ce serait une inception. Il y a moyen que j'ai dit une bêtise à un moment donné. Hein, ouais. Selon les audiences, les magistrats laissent aux avocats le soin d'expliquer les décisions parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps. Oui, c'est ça, c'est une question de temps, effectivement. Et donc cette exigence s'inscrit dans la continuité d'une décision du Conseil constitutionnel. En mars 2025, déjà dans le cadre de la démission d'office d'un conseiller municipal, les sages s'étaient exprimés sur l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Ils avaient posé une obligation de motivation de la part du juge qui choisirait de la prononcer. Or, cette décision, publiée quelques jours seulement avant le jugement visant Marine Le Pen, avait déjà été intégrée par ces juges. Ces derniers avaient motivé le jugement sur ce fondement en citant la décision du Conseil constitutionnel. Donc là, c'est effectivement quelque chose que votre travail a permis de vérifier, en disant mais en fait les juges de Marine Le Pen avaient déjà connaissance d'une décision, pas exactement la même parce que ça n'aurait pas été possible, mais une décision semblable, et ils ont déjà motivé leur décision en se basant là-dessus. Donc en fait le débat n'a pas vraiment lieu d'être sur ce cas-là particulier. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Je sais plus combien de pages, mais ils l'ont motivé solidement, hein. C'est assez costaud par rapport à, j'imagine, ce qui se fait en moyenne. Donc oui, en fait, à partir de là, que le Conseil constitutionnel l'ait confirmé, ça ne change rien au jugement de Marine Le Pen, puisque de toute façon c'était déjà le cas, quoi. Voilà. Et donc le jugement de Marine Le Pen, c'est ça, pas moins de 9 pages sur les 154 que compte le jugement, détaille les raisons justifiant l'exécution provisoire, dont l'argument du trouble majeur à l'ordre public démocratique, s'agissant d'une personne condamnée en première instance, souhaitant malgré tout se présenter à l'élection présidentielle. Autrement dit, Marine Le Pen ne pourrait même pas faire valoir un manque de motivation. Cette QPC, pourtant la plus susceptible de concerner Marine Le Pen, n'aura aucune conséquence sur sa situation, avait déclaré François Molinier à la sortie de l'audience, prédisant la décision du Conseil constitutionnel, effectivement. Donc, ce n'est pas une décision qui a changé quoi que ce soit pour Marine Le Pen, contrairement à ce qui a pu être dit ça et là. Cette dernière, bien que mesurée car assortie d'une condition de motivation, ne changera rien pour la députée du Pas-de-Calais, à l'exception du fait qu'aucune de ses demandes de transmission de QPC ne pourra plus être acceptée, à moins d'un changement de circonstances, de droit ou de fait. Le Conseil précise aussi que sa décision ne s'appliquera qu'aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision, de quoi enfoncer le clou, c'est-à-dire, évidemment, ils ne vont pas revenir sur des procès qui ont déjà eu lieu, ça compte. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas rétroactif. Hein. Ouais, ça deviendrait compliqué sinon. C'est ça. Si une des stratégies de Marine Le Pen a été soufflée par la décision du Conseil constitutionnel, cette dernière pourrait en revanche avoir des conséquences pour de futurs condamnés qui seraient visés par une exécution provisoire. Et ça, c'est bien de le rappeler effectivement à chaque fois. Je crois que Fabrice Arfi l'avait dit aussi. En fait, recherchez sur Google Actu et tapez exécution provisoire et vous verrez que tout le temps, il y a des décisions, même pas dans la presse, mais il y en a dans la presse de personnes qui sont frappées d'exécution provisoire pour tout un tas de choses, de métiers différents qui ne sont pas des... dont on parle assez peu, quoi. Ouais, tout à fait. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'hyper classique en fait en justice. Hein. C'est des décisions qui sont prononcées quotidiennement. Donc évidemment, là, on en parle beaucoup parce que c'est des figures politiques de premier plan. Mais en fait, ça a des conséquences, une décision comme ça, sur tout un tas de gens et de procédures en cours, quoi. Et effectivement, là, ce qui est intéressant, ce que vous dites aussi, c'est ça en dit plus sur le fonctionnement de la justice que des affaires un peu exceptionnelles comme celle de Marine Le Pen. Nombre de peines ne sont pas ou peu motivées. Un rapport de
2022 dressait déjà un constat sévère. Entre 2015 et 2019, 71% des condamnations du tribunal correctionnel de Nanterre n'étaient pas motivées, 84% à Montpellier sur la période 2018-2019. Le constat est encore pire pour des peines complémentaires qui sont rarement motivées. Interrogés pour ce rapport, des magistrats ont expliqué ne pas motiver chacune de leurs décisions par manque de temps. Les juges ont ainsi pris pour habitude de les motiver lors de l'appel et non en première instance. À l'audience, l'avocat Jean-Baptiste Souffron a plaidé qu'il ne s'agissait pourtant pas de détails juridiques, interdiction de gérer, fermeture d'établissement, privation de droit de vote par exemple, ou est-ce que même par exemple des interdictions d'approcher, c'est aussi des exécutions provisoires. Alors je pense te pas pose sur des questions juridiques à ouais, chaque de fois. ouf, à chaque fois, oh là là. Des quiz juridiques. Non, mais interdiction d'exercer, a priori, c'est des métiers, notamment. Ouais. Typiquement, des métiers autour de l'enfance, Ouais, pour quelqu'un qui aurait eu des images pédopornographiques ou ce genre de choses. Voilà. Oui, mais ça, donc en fait, il y a plein de cas où on peut avoir lieu, et le cas des élus est un cas particulier parce qu'il est médiatique, mais il y a des cas du quotidien, effectivement, comme on le disait. Dans la décision, effectivement, donc l'interdiction de gérer, privation de droit, sans que personne ne dispose du moindre recours. Je ne doute pas que les juges fassent un contrôle de proportionnalité, mais il faut qu'ils le disent, martèle-t-il alors. Sans cela, ce qui guette, c'est l'illégitimité. Dans la décision du 5 décembre 2025, les sages semblent avoir souhaité répondre à cette inquiétude des avocats. En plus d'imposer une obligation de motivation, ils ont également souligné qu'elle doit être faite au regard des éléments contradictoirement discutés devant le juge, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Le Conseil constitutionnel a rappelé deux principes, le débat contradictoire et l'individualisation de la peine permise par un contrôle de proportionnalité de celle-ci, quitte à ce que le juge d'office soumette à la discussion la question de l'exécution provisoire. Cette décision ne changera donc pas l'ordre établi pour Marine Le Pen. Sa stratégie de balayer d'un revers constitutionnel l'exécution provisoire s'échoue dans le filet, sans qu'elle ait véritablement participé au match. Et on voit aussi également que vous précisez que vous pouvez utiliser un formulaire si jamais vous remarquez une erreur dans l'article, et vous avez la méthode des surligneurs qui est totalement disponible aussi sur votre site. Ouais. Pour écrire, ça prend combien de temps d'écrire ce genre d'article? Parce qu'il y a énormément de détails, de textes juridiques, et pourtant vous l'avez sorti quand même relativement vite par rapport vous l'avez modifié la dernière fois le 8 décembre, donc ça s'est fait relativement rapidement. Alors oui et non. En fait, en gros, donc déjà il a fallu aller sur place. Donc c'est, je sais plus, c'est une matinée ou une après-midi avec donc deux journalistes, enfin un journaliste doctorant et une journaliste. Ensuite il y a une première version qui est écrite, qui est souvent relue par donc moi ou la rédactrice en chef adjointe pour un premier point. Ensuite c'est renvoyé à un professeur de droit pénal et souvent on peut repasser un dernier coup derrière. Là-dessus, je sais pas. Moi, je dirais qu'il y a bien quasiment 2 jours de travail temps plein full dessus, quoi. Donc ça s'est fait en fait, on avait anticipé, hein, c'est-à-dire quand on était allé au Conseil constitutionnel, c'est l'avantage de travailler avec des chercheurs en droit. On avait anticipé que la décision c'est conforme, mais il faut qu'on motive et qu'on ait du contradictoire. Donc en fait, on a préparé l'article en amont. D'accord. Ouais. D'ailleurs, on est content que le Conseil constitutionnel nous ait donné raison entre guillemets, parce que effectivement, s'ils avaient sorti une décision complètement différente, on se retrouvait avec un papier à refaire entièrement. Mais voilà, on a vraiment des process d'écriture et de relecture qui sont hyper lourds, mais parce qu'en fait c'est nécessaire pour l'exigence que ça demande, et on est toujours en fait dans cette sorte de, je vais dire combat, mais une sorte de match entre l'exactitude juridique, la rigueur, etc., et le fait d'être compréhensible et d'être clair, et en fait souvent ça se percute. Donc voilà, ça peut faire aussi l'objet un peu de débat de ok, pourquoi ce mot-là, pas celui-ci, et ça on peut vraiment s'arracher la tête, enfin les cheveux plutôt, pour trouver la bonne formule, quoi. Il y a aussi une question qui se pose, je pense que vous la posez aussi, c'est la question de, vous faites une analyse qui est juridique, donc sur des textes de loi, mais forcément quand on fait ce type d'analyse, est-ce qu'il y a aussi une interrogation sur la légitimité de certains textes de loi, par exemple les textes de loi qui peuvent être considérés qui vont être considérés plus tard comme non constitutionnels. Comment on gère cette question il y a la loi, mais il y a aussi la question de la morale, tout simplement, ou de la justice, tout simplement. Ouais, en fait, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est en fait d'expliciter un peu tout. C'est-à-dire, typiquement, quand on est sur, par exemple, en fait, le droit s'interprète aussi, en fait, et il y a des interprétations qui sont différentes selon les personnes, etc. Mais il y a quand même des interprétations majoritaires et minoritaires, en fait, pour la faire courte. Et donc, nous, on essaye au maximum, quand on pose une question de droit qui, éventuellement, est questionnée, mais pas tout le monde d'accord, etc., d'être assez explicite en disant, ok,
Voilà ce que dit le droit à l'instant T. Moi, on écrit beaucoup dans nos articles. En fait, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais voilà ce que dit le droit à l'instant T, ou voilà ce que dit la doctrine majoritaire, en rappelant qu'éventuellement, il y a des gens qui contestent ou qui sont pas d'accord et qu'on peut questionner. Maintenant, on essaye de pas forcément rentrer dans ce combat-là non plus. À un moment, le droit, il est en l'état, il existe d'une certaine manière. Chacun est libre de le critiquer et de pas être d'accord avec ça, mais en même temps il faut bien pouvoir le comprendre pour pouvoir le critiquer, quoi. Donc on est un peu dans ce positionnement, en essayant toujours d'être assez explicite, exhaustif sur les questions qui peuvent se poser, etc. Je pense notamment à des questions qui sont très très sensibles, hein, notamment les questions de laïcité par exemple, où il y a des interprétations extrêmement différentes d'une même loi. Ça doit aussi être complexifier un petit peu le travail de simplement fact-checking de ce genre de sujet. En fait, nous, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il y a un débat politique. En fait, nous, on rentre pas dans le débat politique. En fait, c'est-à-dire que, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais il y a quand même pas mal de papiers où on écrit dès l'introduction, en fait, telle personne a dit ça. En fait, elle a le droit de le penser, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, et ça les regarde, et c'est pas notre problème. En revanche, en l'état du droit actuellement, ce qu'elle dit est faux, ou à préciser, ou à nuancer, etc. Et en fait, évidemment, le droit est un objet très politique, mais nous, on se positionne quand même au regard de, on va pas rentrer dans le débat politique, c'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de donner un état des lieux, en fait, à l'instant T, et un état de fait, quoi. Si en plus, on peut rajouter dans des papiers, effectivement, les questionnements qu'il y a autour, c'est encore mieux, parce que ça permet d'éclairer encore un peu plus le lecteur, quoi. Voilà, mais du coup, effectivement, tu vois, sur les questions de laïcité, on prend du recul là-dessus, quoi. Je veux dire, quel que soit le discours, que ça soit LFI, j'en sais rien, le RN ou Renaissance, ils proposent ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir leur lecture et dire ce qu'ils veulent, mais en revanche, la laïcité, c'est assez clair en fait. Aujourd'hui en France, voilà, quoi. Après, on a le droit de pas aimer ça et de vouloir changer le cours des choses. Et il faut devenir député pour faire une proposition de loi, etc., quoi. Voilà. Mais c'est pas notre rôle à nous derrière de prendre position là-dessus, quoi. Oui, donc vous avez une ligne directrice assez claire dans la façon dont vous écrivez vos articles. Alors, on voit sur le site, il y a beaucoup de legal checking, hein, c'est la principale chose, mais vous faites aussi un peu d'autres choses, hein, je vois dans les barres de recherche. Alors, je sais pas si vous en faites souvent, mais il y a quiz, podcast, des enquêtes aussi éventuellement. Ouais, les podcasts, c'est un petit peu ancien. On continue de faire des quiz, un peu de droit, parce que c'est rigolo. Même si c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait à jour, pour être très franc, parce qu'on a beaucoup de travail par ailleurs. On fait aussi beaucoup de fact-checking, c'est vrai qu'on n'a pas dit, de la lutte contre la désinformation, mais dans le cadre notamment de ce partenariat avec Meta, où là on est dans de la pure vérification des faits, hein. Donc on n'est pas forcément sur de la question juridique, parfois ça arrive, hein, mais donc là c'est vraiment de la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, et c'est quand même une grosse part du travail des surligneurs, quasiment 50% de nos contenus en fait, hein. Donc c'est peut-être moins original entre guillemets, parce que c'est moins ce travail de recherche, etc., mais c'est énormément d'exigences aussi, et un gros boulot qui nous mobilise pas mal, et qu'il faut pas sous-estimer, parce que la désinformation, c'est vraiment, alors je suis super biaisé quand je vais dire ça, mais c'est chaud, quoi. Alors nous on le voit, et surtout, là, si on regarde un peu les articles, il y a plusieurs types d'articles. Parfois, vous avez des articles qui sont assez courts, qui paraissent assez évidents, notamment, où peut-être que quelqu'un qui est un peu alerte va se dire tout de suite, oui, c'est évident que ça, c'est faux. Je pense ça, par exemple. Mais en fait, on se rend vite compte que même des informations qui peuvent paraître complètement absurdes, en fait, sont crues, quoi. Un truc tout bête, j'aime bien quand ça m'arrive, ça, parce que je trouve que ça matérialise l'impact de la désinformation. Je me retrouve à prendre un taxi, et le mec dans la voiture, le chauffeur me dit, vous vous rendez compte, aujourd'hui on va interdire la musique, quoi, et c'est vraiment une honte, et il était vraiment en colère, on va interdire la musique dans la voiture, okay. Et il était sincèrement en colère, et il croyait sincèrement ce qu'il était en train de dire, et nous on avait sorti le papier, je crois, la veille, qui disait que c'était faux, et du coup peut-être qu'il y a plein de gens qui se seraient dit, cette information là c'est évident qu'elle est fausse, personne va interdire la musique dans la voiture. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ont cru, et ça en fait, quand on additionne ce genre de désinfos, même simple, même évidente, on crée de fait de la colère, quoi. Et c'est assez inquiétant, parce que la colère, c'est pas toujours très bon pour une société, quoi. Ouais. Puis d'autant plus maintenant avec l'IA générative d'images et de vidéos, qui est un fléau pour la désinformation. On voit énormément de contenu généré par IA aujourd'hui, qui parfois, quand on a l'habitude, est très évident. Mais là, un exemple, photo d'une salle inondée au Louvre. Alors il y a vraiment eu une inondation au Louvre, mais cette photo n'est pas authentique, et même en petit format, ça se voit que c'est de l'IA, mais effectivement, il y a des gens qui partagent ça et qui y croient également, donc ça ajoute encore une couche de désinformation. Ouais, et puis en vrai,
on est un chouïa inquiet parce que là, pour l'instant, à l'œil nu, on est relativement OK. Quand on a l'habitude, etc., on peut assez vite repérer les images générées par IA. À la vitesse à laquelle ça va, je pense que d'ici quelques années, ça va devenir extrêmement compliqué, même pour nous, journalistes, quoi, de pouvoir... en fait, il faudra presque faire des enquêtes, quoi. C'est une de nos inquiétudes, parce que en fait, ça devient... Enfin, c'est bluffant, quoi. Il y a rien à dire, même sur les vidéos, les deepfakes qu'on fait parler un homme ou une femme politique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions et on risque de se faire inonder. Donc voilà, ouais, là, ça risque de nous prendre aussi beaucoup de temps sur ce genre de sujet, quoi. J'ai partagé le lien de soutien parce qu'on s'approche de la fin. Vous êtes en campagne de financement. Tu me dis que ça se passe plutôt bien, la campagne. Tout à fait. En fait, on peut dire aujourd'hui que, a priori, on sera là en 2026, ce qui n'était pas fait il y a quelques mois. Ça me permet de remercier tout un tas de partenaires qui sont venus nous soutenir. Mais en fait, le combat continue parce qu'évidemment, dans une logique de se renforcer, de gagner en indépendance, ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les financements et de les diversifier, on a carrément besoin de votre soutien et que chaque petit don, chaque gros don sera évidemment le bienvenu parce que de toute façon je crois qu'ici on le sait bien, les médias indépendants c'est pas facile tous les jours. Je donne juste un chiffre que j'ai vu passer là dans un rapport sénatorial. Le chiffre d'affaires de la presse a baissé de 60% depuis 2000. De manière générale. Voilà. Et je suis même pas sûr que le chiffre prenne en compte l'inflation. Donc ça donne une idée genre juste hallucinante de la situation de la presse aujourd'hui. Voilà. Donc on essaye au mieux de faire notre travail correctement. Là, je vais un peu me saucer, je me permets. Mais voilà, on est un média, je trouve, qui est particulièrement pertinent dans le contexte où on est, où les attaques sur l'état de droit sont de plus en plus régulières. Voilà. Donc je crois qu'on a notre rôle à jouer. On pourra pas tout, mais donc on a besoin du soutien du plus de monde possible pour continuer à exister et faire notre travail, quoi. Le message est passé, donc allez jeter un œil effectivement au surligneur. Merci à toi d'être merci pour l'invitation, pour la discussion. Vous pourrez retrouver bien sûr cette vidéo comme d'habitude sur YouTube dans les 48 heures, soit 48-72 heures qui viennent. Et on se retrouve nous pour la revue de presse après une petite pause de 3-4 minutes. Et je vous dis à tout de suite et merci encore à toi d'être venu. Salut tout le monde. Abonnez-vous. À tout de suite. Abonnez-vous.